Non mais la lampe laisse tomber. Tu vois là. Voilà, vous voyez l'écran quand même? Bien. Donc, Tadeusz Kantor, je suppose que vous en avez entendu parler un peu en classe, plus ou moins. Tadeusz Kantor, donc, que vous voyez à l'écran ici, vous avez vu à multiples reprises dans le hall, est un metteur en scène et peintre polonais. Donc, créateur de happening, ici vous voyez le concert au bord de la mer. Un happening, c'est une création artistique, quelque chose qui survient avec des gens qui sont convoqués ce jour-là. Donc, cette matinée, on s'arrêtera surtout sur l'œuvre théâtrale de Tadeusz Kantor. On n'a pas le temps d'explorer son œuvre picturale, vous verrez peut-être ça avec M. Broquin plus tard. Une illustration quand même de l'art pictural de Tadeusz Kantor à une période de sa vie. Ce tableau s'appelle « J'en ai assez d'être assis, je sors ». On verra tout à l'heure à propos de la pièce que c'est un clin d'œil un petit peu par rapport à la position actuelle de Tadeusz Kantor. Donc Tadeusz Kantor est né en 1915. Ce qui tombe tout à fait bien, il ne nous a pas échappé que nous sommes en 2015, et donc Tadeusz Kantor est né il y a... Voilà, bravo à vos professeurs de mathématiques. Donc il est né il y a un siècle, nous fêtons donc le centenaire de sa naissance. Sa naissance a été, le centenaire de sa naissance a été en fait célébré un petit peu partout dans le monde. En France, dans les grands théâtres, dans les grandes villes, et vous avez en fait le privilège d'être à peu près les seuls en France à voir quelque chose de Tadeusz Kantor dans un milieu, dans un petit théâtre. Henri, arrête de passer, tu fais frémir tous les élèves. Non, il y a le problème de... Il y a le problème de lampe. De fumée aussi. C'est soit fumée, soit pas de chauffage. On est beaucoup plus auteur qu'habituellement, mais bon, vous n'êtes pas obligé de nous croire. Donc je poursuis. Donc Tadeusz Kantor, metteur en scène donc polonais. Juste pour situer un petit peu pour la Pologne, pour ceux qui ne voient pas, la Pologne est à l'est de l'Allemagne. Vous la voyez sur l'écran, vous voyez l'Allemagne en bleu, la Pologne en jaune. Frontière actuelle avec donc l'Allemagne, l'Ukraine, donc au niveau catholique. Et l'autre partie de la population du village était une population juive, puisque beaucoup de juifs vivaient en Pologne à l'époque. Voilà. Wielopol avait, comme tout village polonais, son église et son curé. Il se trouve que Kantor est né dans la maison de son oncle, qui était curé. L'oncle Joseph, que vous voyez ici en blanc, que vous allez revoir dans la pièce, qui aura un grand rôle, et que vous voyez ici devant la maison natale de Kantor, à Wielopol, en noir. J'insiste sur le blanc et le noir, parce que vous allez voir dans la pièce, j'y reviendrai tout à l'heure, que le curé alterne habit blanc, habit noir. On verra la symbolique tout à l'heure. La maison actuellement. Donc, Kantor est né donc à Wielopol. Sa maman s'appelait Elena, vous la voyez ici. Son surnom est Elka. Dans le film, vous verrez quelqu'un qui s'appelle Elka, la mariée, qui figure la maman. Famille catholique. Le papa s'appelait Marian. Marian est un prénom tout à fait masculin en polonais. C'était un instituteur né de famille juive et converti. Ça a une importance aussi, les religions, vous verrez dans la pièce. Alors, quant au reste de la famille, normalement, si la technique fonctionne, je vais vous laisser Tadeusz Kantor vous la présenter. Vous avez entre les mains les séquences de la pièce Wielopol et Wielopol.
walizka na stole. Ale tak była, a wuj Olek, wuj Wolek nie siedział, stał albo chodził. O, walizka na stole? Nie, walizka była. Aha, na szafie. A krzesło? A dziadek? Krzesło? Ale dziadek nie siedział, nie stał, nie chodził. Dziadek leżał z głową, jak krzesło u wezgłowia dziadek. A z głową. Ciotka Mańka na krześle koło szafy, czyli było krzesło i stał stół. Jaki stół? No ten stół. Gdzie? Kto stał tu? Tu? Mój stół. Tu nie stał żaden stół. Tu stołu nie było? Nie. Stół. Krzeseł nie było. Dziadek z głową u wezgłowia, ale babka, to u ciotki, a babka, szczybabka koło. Ciotka Józka. Ciotka Józka? Józka, to Józki nie było. Nie. Gdyby była ciotka Józka, to byłaby ciotka Mańka. Nie ma Józki. Nie ma. A Mańka? A Mańka? Ciotka Mańka, jeśli by była ciotka Mańka, to byłaby ciotka Józka. Liczka nie na szafie, ale babka koło dziadka. Dziadek z głową. Karol! Okno było, bo drzwi były. Ale okno było tylko, że tu stał. Tak. Naprzeciwko drzwi stało okno. Bo jak wuj Karol odchodził, stawał naprzeciwko okna, to z tyłu za plecami miał drzwi. Nie, jak wuj Olek wychodził. A miał ten zwyczaj, to drzwi były naprzeciwko, a okno z tyłu było. Za oknem były mrok albo świt. Świt, a potem zmrok. I nikogo nie było i nie ma nikogo za oknem. Ale okno było. Okno było. Olek, ciebie tu nie było. Mnie tu nie było, to ciebie tu też nie było. Karol, Olek, Karol, Olek. Mnie tu nie było i mnie tutaj nie było. Karol, Olek. I tutaj nas nie było. Olek. A babka. Karol, Olek. Il est sur scène, il a écrit un texte qu'il ne jouera jamais, tout simplement parce que Cantor est sur scène mais ne joue pas. Il n'est pas là en tant qu'acteur, il est là en tant que spectateur, premier témoin de ce qui va se passer sur la scène. Vous
voyez ici une affiche en hommage à Cantor qui est symbolisée par une chaise. Vous verrez tout au long du spectacle Cantor sur une chaise, ailleurs. On a l'impression qu'il fait un peu le chef d'orchestre, qu'il dirige les événements. En fait, non, il est là en tant que témoin de sa propre enfance. Donc, avant d'aller plus loin et de reparler de Villopol et Villopol, je vous préviens tout de suite que la pièce que vous allez voir est totalement différente de celle que vous avez vue en 6e, en 5e, en 4e, et peut-être avec vos parents si vous allez au théâtre de temps en temps. Différente de deux manières. Premièrement, on vous a expliqué sans doute que vous allez voir une captation de cette pièce, captation filmée, tout simplement parce que jamais plus les pièces de Cantor ne seront réellement jouées. Elles ne seront plus jamais jouées, tout simplement parce que la présence de Cantor était absolument indispensable. Donc depuis l'année de sa mort en 1990, plus aucune pièce de Cantor n'a été jouée. Autre différence notable par rapport à toutes les pièces que vous avez pu étudier, il n'y a pas de texte. Le texte a été élaboré au fur et à mesure de la préparation de la pièce. Ce qui reste, c'est ce que vous avez entre les mains, c'est-à-dire les séquences telles qu'elles ont été décrites par Cantor lui-même. Avant que vous voyiez le film de la pièce, donc, quelques points de repère qui vous seront absolument nécessaires. Premièrement, l'enfance. Cantor joue son enfance, fait jouer son enfance, ne la fait pas jouer en réalité, puisque ce ne sont pas des acteurs, mais l'enfance de Cantor a une énorme importance. Cantor parle de lui, en fait, et à travers son enfance, il parle de tout le monde, parce que tout le monde a une enfance, et il atteint là à l'universel. Vous voyez ici une image de La classe morte, qui est une des premières pièces qui a été jouée en France, celle qui a fait connaître. Juste un petit point quand même sur l'importance de Cantor. Années 80, Cantor débarque en France, en Italie, et c'est un choc pour tous les spectateurs. C'est un choc pour beaucoup de metteurs en scène qui se servent encore du travail de Cantor de nos jours. C'est vraiment un metteur en scène majeur du XXe siècle et qui continue son œuvre au-delà de la mort. Donc des traces de référence du monde de l'enfance, vous allez en trouver tout au long de la pièce. Encore une photo de La classe morte, et là je voudrais vous parler de ce que vous voyez sur cette photo. Deux acteurs, qui ne sont pas vraiment des acteurs, j'en parlerai après, qui portent des mannequins. Les mannequins ont une énorme influence, une énorme importance dans le théâtre de Cantor. Des mannequins qui sont en fait les enfants qu'ont été tous ces vieillards qui se retrouvent en classe, se remémorant leur enfance morte. Alors, les mannequins, j'en parlais, vous en voyez là, c'est une photo extraite de Villopol et Villopol. Villopol, vous n'avez pas j'ai pas de dessin à vous faire, il y a une répétition dans le titre déjà. Et vous allez voir beaucoup de répétitions dans cette pièce. Répétition de personnages, vous voyez ici deux doubles. Le prêtre, Joseph, qu'on a vu tout à l'heure, et son double mannequin, qui est le vrai, qui est le faux, ce sera l'objet d'une des scènes. Et les deux jumeaux, les deux oncles, Oleg, Karol, qui vont beaucoup jouer également sur la répétition. Alors la répétition qui crée des moments burlesques, vous avez le droit de rire lors de ces moments, des moments burlesques, et qui sont un petit peu un rituel de l'enfance. La répétition, c'est rejouer, c'est aussi essayer de retrouver son enfance, de retrouver les objets. Vous allez voir le mal qu'ils ont de replacer les objets, parce que en fait l'enfance s'est évanouie, elle n'est plus là et tout est mort. Quelques repères religieux qui vous seront très très utiles pendant la pièce aussi. Alors je sais que certains ont des notions religieuses, d'autres pas. En fait, Villopol va jouer sur les évangiles, et il va y avoir des scènes des évangiles qui vont défiler dans un complet désordre et qui ne seront pas religieuses, qui seront religieuses sans l'être. Alors premièrement, vous allez voir
vous allez voir quelques crucifixions, un prêtre crucifié, etc. Et une personne verra cette scène et avouera son désarroi, plusieurs d'ailleurs, le prêtre aussi. Alors la figure du désarroi devant quelque chose qu'on n'a pas voulu, c'est la figure de Ponce Pilate. Je ne sais pas si vous connaissez Ponce Pilate. Vous savez que le Christ, selon la religion, a été crucifié et qu'avant la crucifixion, on a demandé qui on devait crucifier. Il y avait le choix entre Jésus, le Christ, et des brigands, Barabbas notamment. Le peuple a choisi de crucifier Jésus et Ponce Pilate, qui ne le voulait pas, qui était au pouvoir, a fait le geste de se laver les mains. Quand on dit dans l'expression courante on s'en lave les mains, c'est ça. Vous l'avez voulu, je vous laisse faire, je m'en lave les mains. Vous verrez le personnage qui personnifie la mort dans la pièce qui à un moment se lave les mains. La crucifixion, tout le monde connaît la crucifixion. Ici, c'est la crucifixion de l'oncle Adas lorsqu'il est encore vivant. La scène qui sera, alors la scène CE, accent grave NE, qui sera la dernière scène de Viélopol et Viélopol. La scène, c'est le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Vous la verrez reconstituée à la fin de la pièce. La scène qui a évidemment influencé beaucoup d'artistes, ici Buñuel au cinéma, ici Andy Warhol, dont vous avez peut-être entendu parler en art. Religion toujours qui a beaucoup d'importance, vous verrez l'oncle curé bien sûr, mais vous verrez également un rabbin. Alors comme vous ne savez pas forcément ce qu'est un rabbin, je vous ai mis une image pour que vous puissiez le reconnaître. Donc à son étole, le rabbin, c'est l'équivalent, grosso modo, du curé dans la religion juive. Donc, vous le reconnaîtrez aux papillotes. Je ne sais pas si vous savez ce que sont des papillotes, des mèches de cheveux à côté des oreilles, et à son étole. Acteurs de la pièce également, les musiques. Les musiques sont très très importantes. Vous entendrez des psaumes, des chants religieux, catholiques, juifs. Vous entendrez une marche militaire, la marche de l'infanterie grise, dont vous aurez les paroles. Vous entendrez également une musique de Frédéric Chopin totalement déformée dans cet instrument que tient l'oncle déporté, l'oncle Stasio, qui revient de Russie dans un piteux état et qui le jouera à l'orgue de Barbarie. Donc les acteurs, l'oncle Stasio déporté, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas l'oncle Stasio, ça c'est important à comprendre. Cantor joue beaucoup sur réelle illusion et tient à ce que les acteurs ne soient pas des acteurs. Ce sont de faux acteurs. Ça, c'est un malin de foire. Il croit jouer l'oncle Stasio, en fait, il ne joue pas réellement. Les acteurs jouent faux, la musique joue fausse. Tout est voulu, tout n'est qu'illusion. Dernier point, les objets. Donc les objets, vous voyez qu'ici on a reconstitué sur la scène un univers un petit peu à la Cantor, avec des objets en bois, etc. Les objets sont des objets tout faits, ils n'ont pas été fabriqués, sauf les objets machines que vous verrez dans la pièce. Un lit, un appareil photo un peu spécial. Ce sont ce qu'on appelle des ready-made en art, des objets tout prêts, tout faits, qui sont là, qui ont déjà servi. L'appareil photo que vous verrez bientôt. Donc, on va passer à la diffusion de la captation. J'espère que tout se passera bien pour la diffusion, Delia. Alors, c'est sous-titré, c'est mieux parce que le polonais, donc j'ai cru comprendre que vous ne maîtrisiez pas trop. Nous non plus. Juste une chose avant de débuter, ça va vous déconcerter. Vous avez le droit d'être amusé par certaines scènes, vous avez le droit d'être ennuyé par d'autres scènes. Il faut prendre ça un petit peu comme un cauchemar, comme un petit peu quand vous vous endormez, des fois. Vous ne contrôlez pas trop vos pensées, tout vient dans le désordre. L'illusion, la réalité, le monde que vous vivez se mélangent, reviennent, repartent. C'est pas chronologique, ça vient comme ça. Donc, je pense que ça vous est déjà arrivé en vous endormant de voir des choses arriver dans votre cerveau sans les contrôler, que ce soit en désordre, illusion et réalité.
Voilà, donc je vais laisser Delia vous mettre le film en route. Il y a des images quand même de meurtres, de viols, de choses très violentes quand même. Nous, on aurait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait peut-être une autre manière de raconter ce type d'histoire-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque époque, on a une manière de raconter les choses, et qu'aujourd'hui, elle est agréée, en fait, par vous. C'est vous qui avez vécu la vie là. Donc c'est à vous, avec vos images et votre manière de raconter. On ne sait pas du tout quelle sera la nouvelle manière de raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu. Bon, à réfléchir en tout cas. Merci de votre attention et de votre concentration pour avoir vu ce film-là. Si vous voulez bien, on va se diriger vers l'autre bâtiment, la menuiserie, où il y a une exposition de photographie de Bruno Wagner, qui lui a travaillé avec Cantor. Et lui, ça va être un autre angle. Voilà ce qu'il a fait de sa perception du travail de C'est marrant comment ils sortent. On attend juste quelques petites minutes que vos camarades soient libérés des toilettes. Bonjour à tous. Bon, bonjour, on est ravis de vous accueillir cet après-midi à l'usine théâtre. On va passer l'après-midi ensemble avec plein de choses, il va se passer plein de choses. Vous allez avoir des petits topos sur Cantor, sur son œuvre, projection de sa pièce, expo, discussion, enfin voilà. Lecture, enfin voilà, plein de choses. Et on espère qu'il y aura plein de questionnements auxquels on pourra tenter de répondre. Il y a plusieurs personnes qui pourront le faire. Mais surtout, lancer plein de questions. Voilà, mais je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous laisse pour démarrer en compagnie de Aude qui va vous présenter un petit peu l'univers de Cantor avant que vous visionniez une projection de sa pièce. Voilà, bon après-midi à tous. Merci. Bien, alors bonjour à tous. Donc vous ne vous êtes pas trompés d'endroit, ce n'est pas un cours de maths. On va essayer de faire mieux que ce matin au niveau de la technique. Delia va manier l'ordinateur. Donc, je suis là juste pour vous donner quelques points de repère. Je sais que certains ont beaucoup travaillé sur Cantor depuis le début de l'année, donc peut-être que ce sera des choses qu'ils connaissent déjà. D'autres ont peut-être moins travaillé, ils travailleront après. Donc voilà, je donne les principes de base pour un petit peu comprendre ce qui va se passer. Donc, derrière vous, normalement, oui, vous avez la photo donc, de Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor qui était donc un artiste, scénographe, metteur en scène, peintre, polonais. Notamment dans ses œuvres des happenings. Alors vous ne savez peut-être pas tous ce que
que sont des happenings, mais je ne suis pas là pour vous faire un cours d'art plastique. Donc vous verrez avec Monsieur Broquin, par exemple, ce qu'est un happening. Ça, ici, c'est le concert au bord de la mer. On fait venir des gens. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, donc on ne les convoque pas via les réseaux sociaux. On leur dit qu'il va se passer quelque chose, et il se passe quelque chose qui devient de l'art. Donc, Cantor peintre, ici une œuvre qui s'appelle « J'en ai assez d'être assis, je sors ». Et vous allez comprendre pourquoi ce clin d'œil lorsque vous verrez la pièce, puisque Cantor sera beaucoup assis. Donc, revenons sur Cantor. Cantor est né donc, dans ce qui s'appelle actuellement la Pologne. La Pologne, donc, pas besoin de vous présenter. La France, à l'est de l'Allemagne, et à l'est de l'Allemagne, la Pologne. Tout le monde a vu? En jaune. En jaune. Donc, plus précisément, il est né en Galicie. Galicie, c'est la petite région jaune, enfin la grande région jaune que vous voyez à cheval sur la Pologne et l'Ukraine, si ça n'a pas changé depuis ce matin. Et là, j'en vois qui bavardent et qui vont avoir un contrôle de maths. Bien, alors j'ai dit artiste polonais. En fait, c'est pas tout à fait exact, puisque Cantor nous a fait l'extrême joie de naître en 1915, ce qui tombe bien cette année. Puisque 100 ans, bravo, donc les cours de maths servent à quelque chose. Donc il est né en 1915, et en 1915, la Pologne n'existait pas, plus précisément, elle n'existait plus, ou elle n'existait pas encore. Je m'explique, la Pologne a été un grand royaume qui a joué un grand rôle dans l'espace européen. Il se trouve qu'au moment où Cantor naît, la Pologne est partagée entre 3 empires. Vous voyez un petit peu le bazar que ça représente. Ça a évolué, les 3 empires étant l'Autriche, la Prusse et la Russie. Ce qui veut dire que pendant la guerre, les recrutés vont être recrutés dans des armées différentes, et notamment dans des armées ennemies. Voilà, donc nous sommes maintenant à Wielopole, sauf celle qui bavarde toujours au premier rang. J'ai l'œil. Donc nous sommes à Wielopole, charmant petit village de Galicie. Donc là nous sommes sur la place. Wielopole, où est né Tadeusz Cantor, dans la maison de son grand-père, qu'on appelle l'oncle Joseph, qui était curé. Alors, vous devez savoir que la Pologne est un pays très très catholique, ce qui veut dire que Cantor a vécu entouré de croix, entouré de symboles religieux, entouré dans la religion. Ici, donc, son oncle Joseph, que vous retrouverez dans le film. La maison natale de Cantor, vous voyez la fenêtre de sa chambre, la pauvre chambre de l'imagination, comme il l'appelait, la chambre de son enfance, avec toujours son oncle grand-père, parce qu'il s'appelait l'oncle, mais c'est le grand-père curé, qui est devant. Actuellement, la maison. Et voilà, ici la maman de Cantor. Alors c'est important d'écouter un petit peu ce que je dis, parce que sinon vous n'allez pas comprendre, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé dessus, qui est dans la pièce. Ici, Elena. Elena est la mère de Cantor, son diminutif c'est Helka. Vous allez la retrouver en mariée dans la pièce que vous allez visionner tout à l'heure. Sa mère donc était une catholique. Son père, Marianne sans E, c'est un prénom masculin polonais, juif converti, puisque à Wielopole, quand même un petit peu dans toute la Pologne, cohabitait une communauté catholique et également une communauté juive. Alors pour le reste de la famille, je vais vous laisser Cantor vous présenter lui-même dans un extrait de petit film. Alors ce qui est important dans ce petit extrait de film, dont les images ne sont pas bonnes du tout, c'est le texte que vous verrez en sous-titre, puisque je pense que vous maîtrisez mal le polonais. Ce texte, c'est le début de ce que vous avez, mais vous allez le voir projeté, et vous allez voir les photos de la famille de Cantor, et c'est-à-dire que les gens que vous allez voir ensuite dans la pièce. Normalement, ça va marcher.
Il figure l'enfance perdue de vieillards qui transportent, comme vous le voyez, leur enfance sur les dos, leur enfance morte, l'enfance qu'on ne retrouve jamais. Alors vous n'êtes plus des enfants, déjà, vous avez perdu votre enfance. Et quand vous serez vieux comme nous, vous serez peut-être comme ces vieillards, vous porterez votre enfance, vous la regretterez, vous essaierez de vous la remémorer, mais vous ne la retrouverez jamais. Vous allez dans la pièce que vous allez voir, qui s'appelle Viellopol, vous allez voir que Cantor joue beaucoup sur la répétition. Et là, vous avez derrière vous une double répétition de personnages. Deux curés, un vrai, un faux. Vous allez voir une scène, plusieurs scènes, on essaye de déceler qui est le vrai, qui est le faux. Et un autre couple, deux acteurs jumeaux, qui vont beaucoup jouer aussi sur la répétition. Alors répétition, remémoration de l'enfance, on essaye de se rappeler, rituels, etc. À vous d'interpréter au fur et à mesure. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pologne, qui est pays très catholique, Cantor est né donc dans la maison du curé, entouré de croix, et Viellopol, ça va être un petit peu un chemin de croix, ça va être un calvaire, tout embrouillé, tout emmêlé. Alors, quelques repères, parce que vous n'avez pas forcément tous une instruction religieuse, même si en classe, vous avez peut-être étudié un petit peu en histoire. Alors, vous allez rencontrer au fil de l'histoire quelque chose qui va vous rappeler l'expression « on s'en lave les mains ». On s'en lave les mains, ça vient de Ponce Pilate, dont une représentation est derrière vous. C'est la personne qui avait pas mal de pouvoir et qui a demandé au peuple qui doit-on crucifier, Jésus ou un bandit, Barabbas. Le peuple a décidé de crucifier plutôt Jésus. Et donc Ponce Pilate, qui n'était pas tout à fait d'accord, selon la légende, s'est lavé les mains, symboliquement. Ce sang, c'est pas le mien, c'est pas moi qui le verse, je m'en lave les mains. Vous verrez ce geste dans la pièce. Bon, la crucifixion, je pense que vous savez tous à quoi ça correspond. Vous verrez au cours de la pièce, parce que c'est pas sur la photo, j'en parle maintenant, des personnes agiter des crécelles. Ça ne se fait plus maintenant. Les crécelles, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Si, un bout de bois et des choses qui tournent, qui font du bruit. Et en fait, vous savez que pendant la Semaine Sainte, les cloches se taisent. C'est quand elles reviennent qu'elles vous déposent des chocolats dans les jardins. Et donc, pendant la Semaine Sainte, on agite des crécelles. On agitait en tout cas des crécelles, en France aussi. Les pénitents agitaient des crécelles, vous allez en voir. La pièce s'achèvera sur la scène, une reconstitution de la scène. Donc la scène, dernier repas du Christ en compagnie de ses apôtres avant la crucifixion. La scène qui a inspiré pas mal d'artistes. Ici, une scène reconstituée au cinéma par Buñuel, un réalisateur espagnol. Ici, Andy Warhol, vous avez sans doute entendu parler d'Andy Warhol. Habituellement, vous voyez les bouteilles de coca. Religion, donc je vous ai parlé de la religion catholique, mais je vous ai dit aussi qu'à Viellopol, il y avait une communauté juive. Et donc, il faut que vous sachiez reconnaître un petit peu. Alors ici, j'ai mis une photo du grand rabbin de France. C'est surtout pour les vêtements, pour que vous puissiez reconnaître. Vous reconnaîtrez les tôles bleues et blanches ici. Sur les images, ce sera plutôt grisouille. Voilà. Et vous voyez ici un autre rabbin. Alors, vous reconnaîtrez dans le film le rabbin à ses papillotes dans les oreilles et à son étole. Alors, quelques petits points de repère supplémentaires, juste. Donc, la guerre est prégnante du début à la fin, évidemment. Je dis la guerre, c'est pas la guerre, c'est les guerres. Vous allez reconnaître un personnage, celui qu'on ne nomme pas, qui apparemment serait Himmler. Donc, Himmler, c'est une Seconde Guerre mondiale. Vous allez voir le rabbin qui va arriver quelque chose de pas très bon. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà étudié la Deuxième Guerre mondiale en histoire. Et surtout, voilà, vous allez assister à quelque chose qui n'est pas linéaire du tout. Ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez vu en 6e, en 5e, en 4e. Ne cherchez pas un début, une fin. Essayez d'imaginer quand vous vous endormez, vous êtes en train de vous endormir. Des fois, je suis sûre que certains se sont aperçus qu'il y avait des idées qui entraient dans la tête, décousues, des scènes que vous aviez vécues mais qui ne sont pas
totalement les mêmes. Vous n'arrivez pas à reconstituer les choses. Vous voyez des scènes, vous savez que vous avez vécu, mais c'est pas celle-là. Les meubles sont pas à la même place, on ne sait pas où ils sont. Ça devient un cauchemar. Donc ça va être complètement décousu. Vous allez voir des gens mourir, se relever, être de nouveau vivants, mourir. Ça va être embrouillé. C'est normal. À la première vision, on ne comprend pas forcément tout. Après, on y réfléchit, il y a des images qui restent. Vous avez le droit de rire pendant les scènes qui sont assez cocasses. Vous avez le droit d'être choqué par d'autres scènes. Vous avez le droit de vous ennuyer. Simplement, si vous vous ennuyez à certains moments, n'ennuyez pas les autres. Donc, bonne projection. A wy Olek nie siedział, stał albo chodził. O! Walizka na stole? Nie. Walizka na szafie. Karol, to ciebie tu też nie było. Mnie tutaj nie było. Karol, Olek, Karol, Olek. Mnie tu nie było. I mnie tutaj nie było. A Olek, i tutaj nas nie było. A Olek, babcia szczęścia, babka. Karol, Olek.
est ici, qui est le photographe qui a travaillé avec Cantor. Et donc vous allez voir l'exposition juste à côté après, qui peut-être veut poser quelques clés, une petite présentation de son travail avant qu'on aille prendre l'air et qu'on aille à la menuiserie voir l'expo. Voilà. Et les textes, je sais pas quand c'est. Parce qu'il manque tous les textes. Bon. Après le retour. Oui, le piano, il y a les textes. Bonjour, 3 textes et le piano. j'espère que ce film là vous a pas trop scotché, quand même. Donc moi j'ai assisté donc, au travail, le dernier spectacle de Cantor, ça s'appelait Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc c'était au Théâtre Garonne à Toulouse. Ils étaient en résidence là-bas, et puis il y a eu les vacances de Noël, et donc ils sont tous rentrés en Pologne. Mais Cantor, lui, n'est pas revenu après à Toulouse car il est décédé entre-temps. Il avait 75 ans à l'époque, tout ça c'était il y a 25 ans, puisque cette année c'est les 100 ans de sa naissance. Viellopol, je ne sais pas à quand ça remonte. 83, 82. 83. Voilà. Même avant, je crois. Donc, quand j'ai fait ces photos, le numérique n'existait pas. Donc, c'était ce qu'on appelait des photos argentiques. Donc, un appareil, on mettait une pellicule, on bobinait le truc, on pouvait faire 36 vues environ. Puis après, il fallait développer tout ça. Et donc, moi, j'ai fait une technique particulière qui consistait à dégrader la pellicule, les négatifs, par différentes techniques. À l'époque, je fumais déjà. Donc, je mettais sur les négatifs les cendres des cigarettes, par exemple. Ensuite, je mettais de la colle inflammable. Ça n'existe plus trop non plus parce que il y avait, ils se shootaient avec. Donc, ça cramait. Puis, je y mettais aussi des coups de cutter. Et après, je recouvrais le tout avec du scotch transparent, adhésif, ou même je faisais des plis. Et tout ça, je mettais ça dans un agrandisseur. Et donc après, on faisait les tirages photo papier. Donc c'était complètement une autre technique. Maintenant, je suis venu au numérique comme tout le monde, mais je fais pas de photos avec mon téléphone. Ça ne m'intéresse pas tellement. Et donc, ce que vous allez voir dans cette expo, qui est plutôt pensée pour être vue la nuit, là, il y a quand même beaucoup de lumière dans l'espace. Et les photos sont présentées dans des matériaux de récupération, aussi bien des vieux tiroirs, des vieilles fenêtres, des boîtes diverses et variées. Un peu des objets comme on en voit dans l'univers de Cantor. Voilà. Après, je pourrais répondre à vos questions, mais là, je pense qu'on va tous aller prendre un peu l'air d'abord. Voilà, à moins que Sylvain ait envie de dire quelque chose. Après, il dira quelque chose. D'accord. Bon, ben voilà. Cependant, c'est vrai que la religion, effectivement, comme tu dis, est très présente, et que peut-être qu'à un moment donné, Cantor, c'est ça qui l'a saoulé quand dans sa famille, il y a une personne qui est là et qui commente tous les trucs en lui citant la Bible et la Bible et la Bible, et à un moment donné, c'est vraiment le « j'en ai marre de ça ». À la famille, toi, tu comprends ça comment? Ça veut dire quoi? Ah, la famille. Tu penses à la famille, non? Bien ou pas quand on dit « ah, la famille ». Oui, micro, ce serait pas mal. Non, quoi?
Ah, en mal, c'est bien, tu peux t'asseoir. Bonne réponse, ça l'a raison. Alors par rapport à cette famille où c'est mal, c'est bientôt Noël et traditionnellement en France, Noël ça va être un repas de famille long. Parmi vous qui vont passer Noël avec plus que papa, maman, frère, sœur, et avec grand-père, grand-mère, vous pouvez lever la main. Ok. Bravo, vous avez de belles familles bien unies qui vont vous faire encore une fois le repas de Noël pour montrer qu'on est une famille qui s'entend. Ah, certains, j'ai cru entendre certains dire balade. Bon, alors on va essayer de réfléchir un peu. Je n'ai pas besoin de réponse. Dans la pièce de Cantor, vous avez certainement entendu qu'il y a une détente, qu'il y a une voix insupportable. Du coup, je vous demande de réfléchir dans votre famille, tiens, c'est qui aurait la voix la plus insupportable? Je n'ai pas besoin de réponse, je ne connais pas. Et elle va parler, cette personne. Deuxième question. Deuxième question, vous voyez à un moment donné, j'ai repris la parole. Merci. Vous voyez à un moment donné qu'il y a les deux oncles qui sont là, non seulement ils sont pénibles, mais en plus ils sont jumeaux, et c'est la scène où ils s'habillent près de l'armoire. Et là c'est encore pire que les répétitions qu'on avait déjà étudiées sur entrer-sortir avec ma classe, puisqu'ils ne cessent de s'habiller et de se déshabiller pendant des heures et des heures. Et là, on peut penser que le Cantor, ayant grandi avec eux, ça, il a vu ce cinéma de je m'habille, je mets mon veston, je mets mon chapeau, etc., des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Donc maintenant, après la voix la plus insupportable de la famille, pensez simplement à votre père ou à votre mère et la manie que vous lui connaissez, la plus pénible. Vous savez que ça va être comme ça, et tous les matins, ou tous les soirs, c'est la même chose. Ils n'ont pas de manie comme ça. Il y en a qui font seulement réfléchir. Ah, une manie de ton père ou de ta mère qui t'insupporte. Un truc insupportable qu'ils font tout le temps. On veut bien t'entendre, lui dire. J'ai pas pu t'entendre, il faut attendre que les autres soient silencieux. Notamment elle là-bas. Ma belle-mère, quand on ne veut pas l'énerver ou autre chose, elle se répète tout le temps. C'est toujours les mêmes phrases ou c'est des choses que tu connais par cœur déjà? Ok. Par rapport à ça, Cantor, donc c'est la même chose sur ses oncles et tantes, ces répétitions, ces choses, ces manies, l'insupportent. Pourquoi est-ce qu'il les met en scène? Pourquoi est-ce qu'il se les fait répéter dans son petit as privé? Parce que, comme il nous dit dès le départ, ces gens-là sont morts. Et c'est le truc tout bête, c'est à partir du moment où il y a un décès, vous allez peut-être constater, si vous avez déjà perdu des proches, arrière-grand-père, grand-mère, ou peut-être même grands-parents ou autres, c'est que ce qui était insupportable, à partir du moment où la personne est morte, décédée, ça devient quelque chose qui manque. Et du coup, Cantor va se servir de ça. C'était en même temps pénible, ses oncles, les jumeaux toujours en train de rire, de faire semblant de rire, et en même temps, qu'est-ce que ça lui manque? Du coup, il le fait jouer avec des acteurs. Et on le voit leur demander, par des signes de main qui sont convenus, de répéter, ou peut-être d'arrêter à un moment donné, parce que là, ça les remet de nouveau. Oui, tu préfères parler au micro? Il y a aussi la recherche chez Cantor du souvenir exact. C'est-à-dire qu'il répète sans cesse ces choses, parce que en fait, le souvenir est toujours plus ou moins inventé, il est plus ou moins juste, plus ou moins vrai. Et donc, il répète des choses pour essayer de trouver l'exactitude de la force de l'image. Ouais, ça c'est la scène du début avec les meubles. Qui a pu connaître chez arrière-grand-père, arrière-grand-mère? Vous voulez bien que la main que je vois? Chez arrière-grand-père, arrière-grand-mère, il y en a qui ont connu? Ah, c'est bon, il est vieux maintenant. Ok. Et est-ce que vous vous souvenez exactement de comment c'était? Exactement. Y compris le petit tableau peut-être sur le mur. Donc par rapport à ça,
c'est là aussi quelque chose qui va intéresser Cantor, d'essayer de retrouver le vrai souvenir. Et puis comme il le fait à la fin de la pièce, vous vous souvenez de son dernier geste quand il part? Raphaël? Il a pris donc la nappe qu'il a repliée, donc comme ses feuilles de crayon. Il passe les deux portes là qui ne cessent de coulisser. Et qu'est-ce qu'il fait avec son bras? Quel geste? Oui, Alexa? Si, si, truc comme ça. On s'en fout finalement. Il l'a fait pendant 1h17, durée réelle de la pièce, puisqu'il y avait 30 minutes de présentation qu'on vous a épargné. Et au bout d'1h17, c'est ouais, de toute façon, j'y arriverai pas. C'est le passé. Ce passé, il est obligé d'y revenir. On ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer sans se préoccuper de ça. On essaie de l'oublier assez régulièrement, mais ça revient. Là-dessus, il y a une des scènes qui est assez intéressante aussi, c'est le jeune Oncladas, qui pour moi serait une sorte de double de Cantor. Oncladas finit sur une croix abandonnée, puisqu'il peut ressusciter et finalement mourir à la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un se fait crucifier dans une famille? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le plus jeune de tous, t'en penses quoi, Quentin? Cette famille n'a pas de chance. Que? Cette famille n'a pas de chance. Elle n'a pas de chance. Mais par rapport à la famille, c'est quoi ce jeune qu'on met sur une croix? C'est ta faute, on te met sur une croix, on t'accroche. D'abord, il a porté la croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? C'est ça? Pas forcément la mort. Porter une croix. C'est une expression, hein? Porter sa croix. Porter les problèmes. Porter les problèmes de la famille, comment ça se fait que c'est le plus jeune de la famille qui porte les problèmes de la famille? Ça me dit quelque chose? Ambre, malgré la bouche pleine, porter les problèmes d'une famille. Le plus jeune qui porte les problèmes, t'en penses quoi? Pardon? Ça c'est Audrey devant qui dit ça se fait pas et du coup j'entends pas. Est-ce que toi tu l'as déjà vécu, de porter les problèmes de la famille, d'avoir l'impression de payer pour les autres? Oui. Ah, il y en a qui l'ont déjà vécu. Deux ici, peut-être coup de chance. Là, personne? Si. Donc là aussi, Cantor va essayer de faire avec ça. Comme il est dans une famille très religieuse, c'est symbolique, c'est jeu avec les expressions, il va les réactualiser, il va se les mettre en scène. Ah oui, il y a aussi une détente. C'est à la fois celle qui prend les photos et puis une détente qui est là. Et qui nettoie constamment. Quelle est la première chose qu'elle nettoie au moment où elle va prendre la photo? Raphaël? Les chaussures, pour qu'elles brillent, pour la photo. Et ensuite le visage, hein, pour que ce soit le bon visage. Ok. Et sur la fin, elle va nettoyer toute la terre qui avait été jetée. Pour moi, celle-là, c'est un peu celle qui essaye de nettoyer les affaires de famille. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Arranger les affaires de famille? Les cacher, oui. Elle essaye de balayer tout ça. Allez, hop, on n'en parle plus. Mais on est bien obligé de reparler de temps à autre. Et c'est vrai que le repas de Noël peut être un des moments de tension, où dans la famille, ah, quelle belle famille, il y a des trucs du passé, là maintenant vous êtes bon, on va commencer à parler de manger. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce prêtre qui est sur son lit. Donc ce prêtre sur son lit, selon comment le lit est tourné, il apparaît de deux façons différentes. Lucie, tu en penses quoi? Tu te rappelles de quelle façon il apparaît, le prêtre sur le lit? De deux façons différentes? D'un côté il est comment, de l'autre côté il est comment? D'un côté quoi? Ouais, d'un côté vivant, de l'autre mort. Autre opposition visuelle. Ok, ça veut dire quoi? Tiens, notre oncle, il était tout blanc, ou alors notre oncle, il était tout noir. Ah, Ludivine. Ça peut être?
Ok, un côté vrai, un côté faux. Mais pour certains, justement, ils se disputent à la fin. Non, c'est lui le vrai. Les autres, ils veulent tourner, non, c'est lui le vrai. Ça veut dire quoi, du coup? Un côté blanc, le vrai, ou le faux, un côté noir, le vrai, le faux? Tu en penses quoi, Quentin? Il y en a un qui est gentil, l'autre qui est méchant. Et dans votre famille, il y a quelqu'un comme ça, selon ce qu'on vous en raconte? Il y en a qui disent, lui, il est bien, et d'autres qui vous disent, lui, il n'est pas bien. Donc, derrière cette pièce, oui? Il y a quand même toujours une notion très très importante en parallèle, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Le cantor, c'est l'aspect scénique aussi. Donc il parle du théâtre en même temps. Il y a l'aspect souvenir, famille, la psychologie, et il y a aussi le théâtre. C'est hyper important. Et sur le théâtre, alors comment vous le définiriez, vous, le théâtre de Cantor? Tiens, en premier, on n'a pas encore entendu, là, à gauche, avec les mains. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce théâtre? Tu es en troisième. L'an prochain, normalement, tu nous quittes, hein, tu pars au lycée pour poursuivre tes études. Donc, tu auras fait du théâtre 6e, 5e, 4e, 3e. Comment tu nous parlerais du théâtre de Cantor? En quoi c'est du théâtre? En quoi c'est différent de ce que tu connais? Est-ce qu'on t'a fait acheter le livre de Léopold Léo? Non. Pourquoi? Le livre n'existe pas. Pourquoi le livre n'existe pas du texte? Il y a très peu de dialogues. Il y en a quelques-uns, mais qui vont être répétitifs et qui finalement ne disent pas grand-chose. Et puis avec seulement le texte, ça ne serait pas son théâtre. On aurait 10 pages, et puis qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Donc le texte, finalement, pas très important. C'est plus la manière de le dire. Le soldat, par exemple. Quoi d'autre? Donc peu de texte, ça me va. Autre définition. Raphaël. Absurde. Ça veut dire quoi, absurde? Théâtre de l'absurde. Ou simplement définissez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire quand Raphaël nous dit c'est absurde? Léo, tiens, t'en penses quoi? Raphaël dit absurde. Qu'est-ce qu'il veut dire, Raphaël? Tu comprends pas quand Raphaël dit que absurde, Léopold? Si, allez. Si tu trouves pas un truc, je te vais dire là. Pourquoi absurde? Léo. Oui, pas d'histoire. Donc, deuxième élément de définition. Le théâtre, deuxième partie du XXe siècle, on n'a pas besoin d'histoire. Des théâtres, des pièces qui racontent quelque chose, on en a déjà eu. Ça n'intéresse pas de faire ce qui a déjà été fait. Bien. Ensuite, troisième élément de définition. Donc le théâtre, c'est du texte. Le théâtre, c'est du sens ou pas. Quoi d'autre? Sarah. T'as entendu parler? Ça rend fou, quoi, le théâtre? On le savait déjà. Je disais, elle a peut-être un peu raison sur le théâtre qui rend fou, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc, qu'est-ce qui rend fou alors? La façon dont. Chez son spectateur, il y a des citations où il dit que pour lui, le spectateur prévu en vitrine n'est pas là pour assister à une représentation, mais pour la subir. Donc il va chercher ce côté un peu violent chez son spectateur. Là, dans la diffusion qu'on a vue de 84, Marius, je te vois bavarder, Antoine Gaborio également, merci. Dans la version qu'on a vue en 84, ça se passe en Pologne. En 84, donc les gens dans le public sont beaucoup plus sensibles à ce qui peut être fait. Du coup, c'est vrai qu'ils vont moins intervenir que vous, ce que vous pouvez faire, ou aujourd'hui, quand on le rediffuse. Ce côté insupportable, répétitif, parfois même grotesque, drôle, ridicule, le public est très très sage là, dans cette salle de Pologne. Normalement, là-dessus, on va se dire, à un moment donné, mais c'est pas vrai, quoi, les Dupont qui se taisent. Au moment où on a notre rabbin, donc notre femme qui fait le rabbin, et qui est là, qui est insupportable, les militaires qui la mitraillent, premier réflexe, c'est ouf, elle se tait. Et après,
Mais non, mais quand même, ça se fait pas. Ah non, ça se fait pas. En même temps, quand même. Donc il va jouer sur ces tableaux, c'est-à-dire aller chercher son spectateur, lui rendre des choses insupportables, tout comme c'est insupportable pour lui. Le spectateur, il peut quitter la salle, hein. Il vient de payer, il a le droit de partir aussi. Ça arrive, hein, il y a des pièces où les gens peuvent partir. Autre élément de définition, vous n'avez pas parlé de la musique ou de la bande son. Je crois que Ludivine voulait dire. Oui, Ludivine, pardon, c'est vrai, tu avais levé la main. C'est bon, c'est plus maintenant. Donc cette bande son. Oui. Oui, répétitif. Il y a quoi dans cette bande son? Chanson, vous écoutez ça? Ah bon, chanson, non, ça ne va pas. Des chœurs, oui, mais c'est-à-dire. Monsieur Delors, il serait dégoûté si vous n'avez pas identifié les deux grands types de chansons de cette pièce. 4 ans de collège. Baptiste. Pardon? Oui, donc une marche militaire. Pourquoi une marche militaire? Parce qu'il y a des militaires. Ok, pas mal. Parce que c'est pendant la guerre, donc on peut penser à celle de 14. Deuxième musique, répétée régulièrement. Adrien? Hymne, pas exactement. Madame Bonin, elle a soufflé. C'est une détente qui répète ça assez régulièrement. Vous avez un texte qui nous dit qu'il est aux cieux, il va descendre. Psaume. Inès Maëva, tu as dit quelque chose? Non, 110. Vous avez donc le deuxième, ça va être un texte religieux. Et aussi bien cette marche militaire que ce texte religieux. Psaume. Psaume. Ça? Oui. La culture religieuse, impressionnante. Donc, aussi bien cette marche militaire que ces psaumes ne fonctionnent plus. On a pu les répéter, les répéter, les répéter, ça ne veut plus rien dire. Et il y a une troisième musique, celle avec le violon. Enfin, le faux violon de Barbarie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette musique, quand il joue? Elle n'est pas belle, pourquoi elle n'est pas belle? Parce qu'elle est pas harmonieuse, et il y a Audrey qui a dit un truc vachement bien devant, parce qu'elle est morte. Même la musique, c'est ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Après, alors c'était Cécile qui a dit elle est morte? Ah non, elle a rien dit. C'est derrière qu'on a dit non, c'est pas vrai, t'es en train de machin fondant, tu as entendu. Ok. Donc oui, une musique disharmonieuse qui est morte. À propos de mort, vous avez repéré les mannequins à la fin? Des soldats? Pourquoi ils étaient à poil? Alors le Christ, ouais mais ils étaient plusieurs, il n'y avait qu'un seul Christ. Anaïs, 4 fois tu les as vus? Ah non, alors par contre tu peux nous dire pourquoi d'après toi ces hommes étaient nus? C'est quoi ces mannequins nus au milieu des soldats qu'on recouvre de terre? Attention, attention, on se rapproche. Brevet d'histoire géo. Des morts. Mais pourquoi ils sont tous nus ces morts? Parce qu'on ne va pas les enterrer habillés, on me dit. Je vous rassure, quand vous verrez quelqu'un de votre famille qu'on enterrera, il ne sera pas à poil, il sera nu. On enterre habillé. C'est pas. Des soldats avec des corps nus qu'ils essayent de recouvrir de terre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette image? Des corps recouverts. Oui, des corps donc de gens qu'on a recouverts. Non? Seconde Guerre mondiale, solution finale. Il va falloir réfléchir. Par contre, ce qui m'intéresse là aussi dans cette scène, c'est que les soldats ils sont au milieu et eux aussi on fait comme si on les enterrait, alors que les soldats ils sont presque vivants. Pourquoi on enterre les soldats au moment où on enterre des cadavres? Pourquoi les soldats qui sont vivants on les enterre aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est leur femme. T'as entendu? C'est leur femme. Non, c'était des hommes les mannequins.
Si, c'était des hommes. Oui. Tué par la photo. Oui, ils avaient été tués par la photo, mais là, au moment où ils ont les mannequins, ils ont l'air vivants, et puis on les recouvre de terre, au moment où eux font une, je sais pas, je vais utiliser un mot vulgaire, une grosse saloperie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, allez, je vais carrément utiliser les gros sabots, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'à un moment donné, les soldats nazis, au moment où ils pratiquent la solution finale et qu'ils massacrent et enterrent des millions de personnes, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'eux aussi à ce moment-là ils sont morts? Tiens, un monsieur là qui vient de mettre une petite tapette à la demoiselle. Pourquoi peut-on dire que des soldats? Donc pourquoi? Ah oui, ça, tiens, je vais faire un peu de questions comme ça. Pourquoi peut-on dire que des soldats qui font un crime de guerre sont comme des soldats morts? Tu as une idée? Peut-être qu'ils sont plus humains. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils sont morts eux aussi. Peut-être. En fait, à travers cette petite discussion, cet échange, ce qui est important de retenir, c'est que ce théâtre ne peut être que de l'interprétation. Il n'y a pas derrière d'explication réelle sur ce qu'il a voulu dire. Madame Bonin avait commencé en vous parlant de rêve éveillé qui se transforme en cauchemar. Et quelque part, ça va être ça, des visions. Et de ces visions, il va faire des tableaux vivants. Il y a plusieurs moments où la scène se fige, où il se dit, tiens, là, comme ça, c'est pas mal, c'est bien composé. Et puis après, il relance la machine. Et en fait, pour une définition du théâtre de Cantor, ce serait ça, c'est quelque chose qu'il est en train de créer en direct, c'est pour ça qu'il est sur scène, qu'il dirige ses comédiens, qu'il les fait recommencer, qu'il les arrête, qu'il les déplace un peu plus, pour essayer de retrouver une image. Et le public, pourquoi est-ce qu'il adhère? Non seulement le public polonais parce que ça lui parle de quelque chose, mais aussi un public international, puisque sur la pièce La Classe Morte, c'est plus de 1400 représentations à travers le monde. C'est que quelque part, les gens aussi se sont retrouvés dans ces histoires de souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait de notre passé? Comment on essaye de l'enterrer? Et comment finalement, comme un mort-vivant, il revient et il ressurgit même quand on ne veut pas. Merci à vous.